Concernant l'Olympique de Marseille, rétrogradation en 2e division pour la saison 94-95. Une déclaration laconique qui fera date dans l'histoire du football français. En ce 22 avril 1994, Claude Simonet, président de la Fédération française de football récemment élu, annonce la rétrogradation administrative de l'Olympique de Marseille en 2e division. Une décision qui fait suite à la célèbre affaire OMVA ayant éclaté le 20 mai 1993 et aux nombreux déboires judiciaires auxquels ont fait face les dirigeants et joueurs olympiens durant une année entière. Pourtant, les Marseillais accomplirent une bonne saison en terminant vice-champion de France derrière leur rival parisien, mais le couperet est déjà tombé et la chute sera vertigineuse. L'OM va alors purger sa peine durant 2 saisons dans l'antichambre du football français et entamer un tour de France des stades champêtres, 1 an seulement après avoir été champion d'Europe. De Saint-Brieuc à Charleville en passant par Beauvais et Valence, Marseille va redorer son blason et offrir un spectacle de qualité aux amateurs de D2. Avec une équipe composée de vieux briscards habitués de la maison et de jeunes minots issus du centre de formation, l'OM va répondre de la meilleure manière aux détracteurs, souhaitant voir le club payer cher ses déboires, une réponse donnée sur le terrain. Entre parcours mémorables en Coupe de France et Coupe UEFA et des scénarios rocambolesques en D2, les Ciels et Blancs vont faire honneur au peuple phocéen en marquant toute une génération, à commencer par des supporters dont l'influence n'aura jamais été aussi importante dans l'histoire du club. 2 saisons qui redessineront à jamais l'avenir toujours aussi mouvementé, mais rayonnant, de l'OM. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien. Le 26 mai 1993 au stade olympique de Munich, l'OM est enfin sur le toit de l'Europe en devenant le premier club à remporter la toute nouvelle Ligue des Champions et par la même occasion le premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe. Basile Boli, héros de tout le peuple marseillais, remet le couvert 3 jours plus tard en permettant à Marseille de remporter son 5e titre de champion de France consécutive avec un nouveau coup de tête inscrit lors d'un classico décisif, concluant une superbe action collective. Un doublé unique pour le football français qui sera rapidement éclipsé en raison de l'éclatement de l'un des plus grands scandales ayant secoué le football européen, l'affaire OMVA. Les dirigeants phocéens sont accusés d'avoir tenté de corrompre plusieurs joueurs valenciennois lors de la rencontre de championnat du 20 mai 1993, afin que ces derniers ménagent les Olympiens en vue de la finale de C1, se disputant quelques jours plus tard. C'est un triste feuilleton qui va animer le football français durant l'été, sachant que plusieurs preuves vont accabler les dirigeants marseillais, qui s'embourberont dans des explications irrationnelles et iront jusqu'à suborner 2 témoins, que sont l'entraîneur nordiste Boro Primorac et le joueur marseillais Jean-Jacques Aïdeli, qui aux côtés des joueurs valenciennois concernés par l'arrangement, vont accabler les dirigeants phocéens, et notamment Bernard Tapie pour tentative de corruption. En effet, ce dernier aurait par l'intermédiaire de son bras droit et directeur général du club Jean-Pierre Bernès, ainsi que le joueur olympien Jean-Jacques Aïdeli, offert 250 000 francs à 2 joueurs valenciennois, que sont Jorge Burruchaga et Christophe Robert, pour lever le pied durant la rencontre OM Valenciennes. Les aveux du bras droit exécutant de Bernard Tapie vont sceller le sort de l'Olympique de Marseille, qui après avoir été exclu des Coupes d'Europe pour la saison 93-94 et déchu du titre de champion de France 93, sera finalement rétrogradé administrativement en 2e division. En cette fin de printemps 1994, le ciel marseillais devient orageux. Le club olympien doit pourtant se focaliser sur le championnat de 2e division pour la saison 94-95. De nombreux cadres vont évidemment quitter le navire. Deschamps, Bogossian et Anglema partent pour l'Italie. Rudi Völler retrouve l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. Basile Boli rejoint les Rangers de Glasgow. Le minot Dimeco et la révélation Sonny Anderson s'envolent vers le Rocher monégasque. William Prunier et Daniel Dutuel atterrissent aux Girondins de Bordeaux. Pascal Fugier, Gilles Rousset et Jean-Christophe Thomas signent chez l'ambitieux promu rennais, tandis que Dragan Stojkovic prend la direction du Japon et de Nagoya Grampus. L'effectif marseillais est décimé et on voit mal comment l'OM, après un tel déferlement médiatique, de lourdes sanctions et des finances dans le rouge, puisse réagir et obtenir la remontée dans l'élite du football français.
La direction olympienne, et notamment Bernard Tapie toujours en poste de façon provisoire en attendant le verdict quant à son inculpation, va construire intelligemment sa nouvelle équipe en associant des jeunes minots du centre de formation et de la région à de vieux briscards amoureux du club et de la cité phocéenne. Parmi les joueurs ayant décidé de rester au club, on retrouve les champions d'Europe Fabien Barthez, Bernard Casoni et Jean-Philippe Durand, ainsi que les minots Amada Djambé, Jean-Christophe Marquet et Marc Libra. Le club s'appuie alors sur les jeunes du centre de formation pour reconstruire une équipe compétitive à l'image des minots qui sauvèrent le club au début des années 80 pour ensuite la faire remonter en D1. Plusieurs minots vont donc évoluer pour la première fois en équipe première à l'image de Ludovic Azuard et Olivier Jouafny. Du côté des recrues, l'OM va faire appel à plusieurs vétérans et anciennes gloires du ballon rond. Le milieu de terrain Marcel Dib, légende monégasque et natif de Marseille, retrouve sa ville natale pour y terminer sa carrière en tant que capitaine. Jean-Marc Ferreri, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, puis parti une année avec Martigues, revient à l'OM pour aider le club à remonter, tout comme Bruno Germain et Joël Cantona. Les dirigeants phocéens vont également faire appel à deux internationaux sortant tout juste du mondial américain. Michel De Wolf, infatigable latéral gauche reconverti milieu défensif, accepte un ultime défi à plus de 36 ans. Mais c'est un fantasque irlandais ayant marqué les esprits durant ces 2 saisons qui va s'imposer comme le digne héritier de la tradition des grands attaquants sous le maillot olympien. Il s'agit de Tony Cascarino, alias Tony Goal. Un Irlandais atypique qui à 32 ans va entamer une nouvelle carrière riche en succès du côté de l'OM puis de Nancy et laissera une trace indélébile dans le cœur des supporters et de ses coéquipiers en raison de ses performances, de son humour et de ses gaffes. Un buteur bon vivant mais talentueux, notamment dans le domaine aérien, qui disputera même une rencontre avec 2 chaussures gauche. A noter également les arrivées sur la canebière des défenseurs Stefano Mazzolini et Jean-Manuel Tétis, en provenance de Martigues et de Montpellier, du regretté Didier Wakuboué, évoluant alors à Andoum, ainsi que de l'attaquant auxerrois Franco Vignola. Marc Bourrier est reconduit comme entraîneur principal d'une équipe alliant des joueurs expérimentés à l'échelle internationale et des jeunes minots de la région. Une formation qui laisse pantois les amateurs du ballon rond, car jamais une équipe de seconde division n'avait telle allure, si ce n'est les Girondins de Bordeaux lors de leur saison de purgatoire en 91-92. Une équipe qui rassemble 2 générations, en témoigne ce comparatif des principaux joueurs titulaires de cette formation en fonction de leur âge. Le schéma tactique va évoluer tout au long de la saison, mais la formation la plus utilisée sera un 4-4-2 en losange. Certains joueurs vont s'imposer comme des cadres inamovibles à l'image de Barthez dans les buts, de Casoni en défense centrale, du minot Jean-Christophe Marquet sur le couloir gauche, du désormais milieu défensif Michel De Wolf, du milieu box-to-box Marcel Dib ou du buteur Cascarino. Une formation pratiquant un jeu vertical, très offensif, efficace tant en attaque placée qu'en transition, qui use régulièrement du jeu long et de centre, quitte parfois à balancer un peu dans la scorebox, afin de trouver la paire Cascarino-Libra, de très bons finisseurs, excellents dans le domaine aérien. Un jeu rugueux et physique typique des années 90, même si des milieux tels que Jean-Philippe Durand ou Jean-Marc Ferreri apporteront leur palette technique à cette formation. Il faut d'ailleurs préciser que le défi physique, l'agressivité et l'intensité étaient non seulement une norme en D2, réputée pour être l'un des championnats les plus intenses et physiques d'Europe, mais également une norme dans les années 90 où la plupart des meilleures équipes ne pratiquaient pas un football très soyeux et léché, à l'image du Milan de Sacchi, de la Mannschaft de Beckenbauer, du Danemark vainqueur de l'Euro 92 ou même de Marseille en 93. Malgré le soutien important du public marseillais venu en masse pour la première rencontre de championnat au Vélodrome face au Mans, les hommes de Bourrier s'inclinent 3-2 dans une rencontre marquée par de nombreuses grosses occasions non concrétisées par les Olympiens. Les automatismes en défense ne sont pas encore au point puisque De Wolf, catastrophique durant la rencontre, va évoluer un cran au-dessus pour s'imposer dans un poste de milieu défensif. Quant à Amada Djambé et Jean-Christophe Marquet, encadrés par Casoni, ils n'ont à eux deux qu'une seule titularisation sous le maillot ciel et blanc. Mais en attaque, Tony Cascarino fait déjà parler la poudre avec sa première réalisation de la saison en championnat. Véritable point d'ancrage de l'animation offensive phocéenne, son jeu aérien couplé à de l'efficacité devant le but, un excellent sens du positionnement et beaucoup de combativité compensent sa lenteur mais suffiront à mettre en difficulté les défenses adverses. Le ton est alors donné et tous les clubs de D2 ont alors un objectif, faire tomber l'ogre marseillais.
Les Olympiens vont cependant vite se relever et remporter 6 de leurs 7 prochains matchs en D2 en pratiquant un football offensif et en faisant honneur à la devise du club, droit au but, grâce notamment à son buteur Cascarino, qui culmine par ailleurs à la tête du classement des buteurs avec 9 réalisations en 8 matchs, la plupart étant marquées sur penalty ou de la tête. Durant ce début de saison, les Olympiens disputèrent un match amical face à la Juve, quadruple finaliste de la Coupe d'Europe entre 1995 et 1998, et on se dit que la différence de niveau risque de pénaliser les Marseillais, mais ces derniers, par l'intermédiaire de l'inévitable Cascarino, vont surprendre les Bianconeri sur le score de 2-0. Un match considéré alors comme référence pour la suite de la saison. Les Marseillais chutent cependant face au Red Star lors de la 9e journée, 3 jours seulement avant un rendez-vous particulier, soit les 32e de finale de la Coupe UEFA. En effet, bien que les Olympiens soient rétrogradés administrativement en 2e division, la seconde place acquise sportivement en D1 permet aux Marseillais de retrouver l'Europe en affrontant l'Olympiakos pour ce premier tour. Les Grecs habitués aux joutes européennes vont se faire surprendre à domicile par des Marseillais réduits à 10 après une expulsion sévère de Jean-Philippe Durand. Bernard Ferrer dans un premier temps, puis le latéral Jean-Christophe Marquet sur une superbe reprise depuis l'extérieur de la surface, permettent aux Olympiens d'aborder le match retour avec sérénité. Et 2 semaines plus tard, dans un stade Vélodrome des Grands Soirs accueillant plus de 38 500 spectateurs, les Olympiens font le spectacle et l'emporteront 3-0 en pratiquant un jeu flamboyant et très offensif, de bon augure pour la suite de la saison. En championnat, l'OM demeure invaincu jusqu'à la 15e journée. Et le 18 octobre 1994, l'Olympique de Marseille arrive confiant en Suisse pour disputer la manche allée des 16e de finale de la Coupe UEFA face au FC Sion. Une formation sur le papier intrinsèquement inférieure au ciel et blanc, malgré la présence de quelques joueurs de niveau international, à l'image du meneur de jeu Roberto Assis, qui n'est autre que le frère de Ronaldinho, de l'expérimenté gardien Stephen Lehmann, plus de 300 matchs avec Sion et 18 caps avec la Nati, ou du défenseur Alain Geiger, 112 sélections avec la Suisse. Le match est pourtant à sens unique dans un stade du Tourbillon qui porte bien son nom, puisque les Valaisans vont marquer à 2 reprises en première période. Oh oui, deuxième but marqué par Adrian Kuntz. Catastrophique durant cette rencontre, les Olympiens se sabordent ensuite en championnat et s'écroulent en perdant 4-0 face à Châteauroux à domicile, puis 3-1 face à Valence. Bernard Tapie va utiliser l'une de ses meilleures méthodes pour rebooster les joueurs, faire monter quelques supporters dans le bus marseillais pour remotiver les troupes. Cela tombe bien puisqu'arrive le 16e de finale retour de C3 face à Sion, dans un Vélodrome qui connaîtra ce soir-là l'une de ses plus grandes soirées européennes. Le 1er novembre 1994, Sion débarque au Vélodrome après avoir connu plusieurs mésaventures, dont des tentatives d'intimidation et d'infiltration menées par Tapie et ses hommes de main, ainsi qu'une alerte à la bombe dans l'hôtel des joueurs. Le Vélodrome est en feu, mais à la 5e minute, un coup de clim va refroidir l'ambiance suite à une grossière mésentente entre Casoni et Barthez. Les Marseillais vont petit à petit prendre l'ascendant, mais butent sur un excellent Stephen Lehmann, qui permet aux Suisses de conserver l'avantage à la mi-temps. La seconde période verra les Olympiens réaliser l'une de leurs meilleures mi-temps européennes, en étriant les Valaisans avec un doublé du minot Marc Libra, déchaîné ce soir-là, puis un 3e but signé Jean-Marc Ferreri. Centre de Ferrer en direction de Ferreri, avec une intervention de Libra, Ferreri, oh oui, troisième but, inscrit par Jean-Marc Ferreri, et les Marseillais. Le combat est rude, certains en portent même les stigmates. Le Vélodrome est au bord de l'implosion et l'on est tout proche d'une remontada avant l'heure,
mais Stéphane Lehmann, auteur d'une prestation héroïque, permet aux Valaisans de finalement se qualifier malgré une victoire 3-1 des Phocéens, la règle du but à l'extérieur étant alors encore en vigueur. Qu'importe cette cruelle élimination, l'essentiel est ailleurs. En plus d'avoir mis fin à une mauvaise série, les Marseillais ont assisté à l'une des plus grandes rencontres européennes disputées dans un vélodrome qui se souviendra à jamais de cette partie mémorable et de son ambiance extraordinaire. Seulement en interne, la situation se complique et Bernard Tapie est peu à peu poussé vers la sortie. Marc Bourrier quitte le club 4 jours après la rencontre face à Sion et Tapie rappelle un ancien de la maison olympienne, Gérard Gilly. Accompagné de Jean-Louis Gasset, Gilly reste moins d'un mois dans un club alors en plein remaniement puisqu'entre-temps, le boss cède définitivement sa place au président intérimaire Pierre Cangioni, alors à l'origine de la création de Téléfoot. Au vu de la situation financière et dans une volonté de se plier aux exigences de la Ligue quant à un assainissement des finances du club olympien, Cangioni refuse de signer le contrat de Gasset, pourtant adjoint de Gilly. Ces derniers quittent alors le club et c'est le duo Henri Stamboli-Luka Peruzovic qui prend les rênes d'une équipe qui va en réalité terminer la saison en complète autogestion. Une arrivée qui coïncide avec un match chaotique face à Nancy, puisque la rencontre se déroulant en vélodrome pour le compte de la 24e journée de D2 va virer au pugilat entre les forces de l'ordre et les supporters, furieux de voir Barthez et Casoni exclus. Résultat, le match est définitivement arrêté à la 77e minute. La suite de la saison s'avère moins tendue avec une formation olympienne qui enchaîne les bons résultats et se maintient aux 2 premières places, synonyme de remontée en D1. En parallèle du championnat, les Olympiens réalisent un joli parcours en Coupe de France puisqu'après avoir écarté Alès, Sochaux, Nice, Beauvais et Châteauroux, l'OM retrouve en demi-finale le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Malheureusement pour les ciels et blancs, la série de 5 années d'invisibilité dans le Classico prend fin avec une nette victoire parisienne 2-0 suite à des buts signés Ricardo et le futur Ballon d'Or 95, Georges Weah. Les Marseillais se ressaisissent en championnat et avec 5 succès lors des 6 derniers matchs de D2, l'OM termine champion et retrouve la première division un an seulement après l'avoir quitté. Une montée qui n'est cependant pas validée par la DNCG, sachant que tout au long de l'année 95, les dirigeants de l'AFP et de la DNCG firent pression sur l'OM afin que le club puisse mettre en place un plan de relance économique visant à assainir les finances et surtout de pouvoir évoluer en D1 après avoir épongé toutes les dettes. En effet, les joueurs ont accepté une diminution drastique des salaires afin que l'OM puisse terminer la saison en évitant de déposer le bilan, mais cela ne suffit pas pour les instances directionnelles du football français qui souhaitent faire payer au club la gestion coûteuse, douteuse et discutable des années Tapie. Pourtant, c'est une nouvelle présidence qui prend en charge la gestion du club avec l'arrivée au poste de président délégué de Jean-Michel Roussier, accompagné par Dominique Colonna. L'OM est donc rétrogradé administrativement, mais vu que le club a terminé champion, ce n'est pas le championnat national 1 qui les attend, mais une nouvelle saison en Division 2. L'effectif est très peu remanié et un seul cadre quitte le club, soit Fabien Barthez, courtisé par l'AS Monaco, tandis que Bruno Germain et Michel De Wolf prennent leur retraite. Du côté des arrivées, 2 anciens olympiens font leur retour, soit les défenseurs Christophe Galtier et Manuel Amoros, le premier s'entraînant déjà avec les Olympiens depuis janvier 1995. Le niçois Jérôme Alonso prend la succession de Barthez dans les buts malgré son inexpérience, tandis que Frédéric Tatarian et Jean-François Hernandez, père des frères Théo et Lucas Hernandez, vont se concurrencer pour un poste de titulaire en défense centrale aux côtés de l'inamovible Bernard Casoni. La mayonnaise ne prend cependant pas et le début de saison est délicat. L'OM est à l'issue de la 4e journée et d'une défaite face à Louan Cuiseaux, 17e du championnat, tandis que les joueurs phocéens sont pris à partie par des supporters mécontents de voir la situation se dégrader après une belle saison 94-95. La dissension entre les plus jeunes à l'image de Marquet, Libra ou Alonso et les vieux grognards de cette formation tels que Dib, Casoni, Durand ou Amoros se fait alors sentir et Marseille peine à remonter à la surface en restant englué dans le ventre mou du championnat. Début septembre, Roussier fait appel à Gérard Gilly qui peut cette fois-ci définitivement s'installer sur le banc marseillais. Après une discussion franche avec les 2 tauliers Marcel Dib et Bernard Casoni, le message est clair pour l'entraîneur marseillais, ressouder l'équipe et aller de l'avant en profitant au maximum de cette saison pour se rapprocher des supporters.
Jérôme Alonso, en grande difficulté depuis le début de la saison, va se révéler après une belle prestation face à Alès en championnat, tout comme Olivier Chouafny, qui, épaulé au milieu de terrain par ses aînés Marcel Dib, Bernard Ferrer et le capitaine Jean-Philippe Durand, va s'imposer comme un taulier au milieu de terrain. La formation évolue alors en 4-4-2 en conservant les principes de jeu établis la saison précédente, avec en attaque un duo qui marquera les esprits des supporters phocéens et du vestiaire, Marc Libra et Tony Cascarino. Le premier, minot issu du centre de formation, va s'imposer comme le chouchou des ultras de par sa proximité avec ces derniers, tandis que Tony Gall, totalement détaché de la situation du club mais adulé par les supporters, va enchaîner les banderies comme lors de la précédente saison où il termina meilleur buteur du championnat. Les deux se montreront très efficaces dans le jeu aérien en raison de leur gabarit imposant et peuvent bénéficier des nombreux centres adressés par les latéraux Djambé et Marquet, ainsi que du jeu long pratiqué par les Olympiens pour trouver ce duo. Le management de Gilly est évidemment salué et apprécié par les vétérans qui l'ont connu lors de son passage à Marseille entre 88 et 90, de par son calme, sa sagesse et de nombreuses responsabilités déléguées au cadre de la formation. L'effectif olympien va définitivement passer la seconde vitesse à partir de la 15e journée et va enchaîner les victoires. Entre la 15e et la 34e journée, l'OM remporte 16 confrontations pour une seule défaite. L'agressivité, le combat physique et un pressing de tous les instants imposés par les Olympiens permettent à ces derniers de s'installer dans un confortable fauteuil de leader à l'issue de la 28e journée. En parallèle de ce réveil en championnat, les Phocéens accèdent au quart de finale de la Coupe de la Ligue, perdue face à Guingamp, mais surtout atteignent de nouveau les demi-finales de la Coupe de France. Après avoir écarté les clubs amateurs d'Échirolles, de Lampt, du club voisin d'Andoum, de Plénaud et de Pontivy, les Marseillais surprennent Lille à domicile en quart de finale. Au prochain tour, c'est l'AGIA qui débarque au Vélodrome pour un match d'anthologie. Les Iconais réaliseront cette année-là un doublé historique Coupe-Championnat et possèdent dans leur rang de nombreux joueurs au sommet de leur carrière, Laurent Blanc, Bernard Diomède, Corentin Martins, Sabri Lamouchi, Stéphane Guivarch, Taribo West ou encore Lionel Charbonnier. Dans un vélodrome en fusion malgré les travaux en vue du Mondial 98, les Olympiens vont alors archi-dominer la rencontre avec l'utilisation systématique du jeu long et un pressing étouffant. Les hommes de Giroud ne tirent qu'à une seule reprise durant les 90 minutes, un tir non cadré de Bernard Diomède. Jamais la GIA fut autant en difficulté cette saison et c'est un club de 2e division qui les malmène. Les Marseillais portés par un public en folie pêchent dans le dernier geste et se heurtent également à un excellent Charbonnier. À l'image de Lehmann avec Sion en Coupe UEFA, Charbonnier réalise là l'une de ses meilleures prestations, lui qui à 29 ans n'en est qu'à sa 2e saison en tant que titulaire dans les Buttes-Auxerrois, son club de toujours. La rencontre est rugueuse et les défenseurs Casoni puis Taribo West sont expulsés en prolongation. Les Olympiens sont épuisés après avoir étouffé les Auxerrois durant plus d'1h30 et à la 118e minute, sur une contre-attaque, Lamouchi ouvre le score après une précédente tentative repoussée par Alonso. Le scénario est cruel tant les Marseillais ont dominé la rencontre, mais le manque de fraîcheur d'une équipe de vétérans se fait ressentir. Le match aurait pu s'arrêter là, mais sur l'ultime occasion du match, l'arbitre Alain Sars désigne le point de pénalty en faveur des Olympiens. Une grossière simulation de Nenad Biekovic permet aussi à les Blancs d'égaliser sur pénalty par l'intermédiaire de Bernard Ferrer. On est alors à la 120e minute, le Vélodrome est sur le point de craquer. Et voilà, égalisation de Ferrer à la dernière seconde, ça change. Les tirs au but seront malheureusement fatals aux Phocéens et Charbonnier se fait bourreau des tireurs olympiens qui laissent filer entre leurs doigts une finale de Coupe de France. Mais chapeau, vraiment chapeau à cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a fait ce que l'on attendait d'elle et qui a fait honneur à son public en luttant jusqu'au bout et en ne perdant qu'au tir au but. Le retour à la réalité du championnat est difficile et les Olympiens, tout proches de valider leur ticket pour la D1, vont enchaîner les contre-performances et retarder leur accès en première division.
Une accession qui se fêtera finalement le 17 mai au Stade Vélodrome après une nette victoire 4-1 face à Sochaux et une place de dauphin acquise derrière le Stade Malherbe de Caen. Il s'agissait alors du dernier match de Casino et Dib qui seront portés en triomphe par l'ensemble du Stade Vélodrome. Tony Gall quant à lui termine à nouveau meilleur buteur du championnat et se fera une place de choix dans le cœur des Phocéens en devenant le plus marseillais des Irlandais. Mission accomplie pour les hommes de Gérard Gilly qui termine la saison sur une bonne note avec une communion riche en émotions partagée en compagnie du public marseillais, proche des joueurs tout au long de la saison et réciproquement. Un rapprochement qui permet à l'OM de repartir sur de nouvelles bases et d'ambitionner un retour à moyen terme dans le haut du classement de la première division. Jean-Michel Roussier restera président jusqu'en 99 et sera même invité à démissionner par les supporters malgré un bon bilan sportif et économique, preuve que ces derniers occupent désormais une place prépondérante et active dans les décisions du club. Cette période de l'histoire de l'OM est encore ancrée dans les mémoires de nombreux supporters phocéens et rappelle à un doux souvenir malgré la situation économique et politique catastrophique du club. Le tempérament, le courage, le caractère, la fidélité des joueurs de cette formation, alliage de jeunes minots et de vieux loups guerriers, ont durablement marqué les esprits de supporters plus proches que jamais de leur équipe qui représentait de la meilleure façon la devise et l'état d'esprit du club olympien. Ils ont écrit l'une des pages les plus émouvantes de l'histoire du club avec des scénarios rocambolesques et à l'arrivée, une ultime montée pour l'AD1. Ils ont joué avec la passion, une passion désormais transmise de génération en génération dans la capitale du football français.